Voilà, donc je vais vous parler un petit peu de didactique de l'informatique et puis après avoir discuté un petit peu avec Alice, on s'est dit que j'allais parler de choses assez basiques. Donc je vais notamment beaucoup parler de l'affectation. On verra après en fonction du temps, si j'ai le temps, d'aller un petit peu plus loin. Je me présente brièvement. Je m'appelle Bruno Mermet et je suis enseignant-chercheur en informatique à l'Université du Havre pour l'enseignement, au laboratoire de recherche de Caen pour ce qui est de la recherche. Et puis, je m'intéresse depuis pas mal de temps à des aspects un peu didactiques et notamment, je me suis assez impliqué dans la formation des enseignants qui enseignent maintenant la nouvelle spécialité NFI au lycée. Alors, on va essayer de reparler un petit peu des bases de l'informatique. Et donc, on va revenir un petit peu à ce que c'est que l'informatique. Donc, l'informatique, c'est à la base la science du traitement de l'information. Donc là-dedans, on trouve un certain nombre de mots importants. D'abord, c'est que c'est une science, c'est pas qu'une technique, comme certains auraient tendance à le croire. L'information, c'est en général ce qu'on va appeler des données, puis ça va être ça en fait les constituants de l'information, et c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et puis après, il y a tout l'aspect traitement. Donc les traitements, le principe général d'un traitement, c'est ce qu'on va appeler un algorithme. Ensuite, la description formelle d'un traitement, ça va être la description de l'algorithme dans un programme, sous la forme d'un programme dans un langage. Et puis après, il faudra évidemment exécuter ce traitement, et ce sera concrètement un processus sur une machine. Voilà un petit peu pour un certain nombre de concepts clés qui tournent autour de ce qu'est l'informatique. Alors maintenant, les liens entre informatique et mathématiques, c'est que d'abord, l'informatique a besoin des mathématiques, puisque comme toute science, on va avoir à effectuer des raisonnements formels sur des modèles formels, et là, on fera forcément appel à ce qu'on va trouver dans les mathématiques. Et puis, les mathématiques vont aussi être un outil, du coup, général, pour tous les concepts qu'on va manipuler en informatique. D'un autre côté, l'informatique, c'est aussi un outil pour d'autres sciences qui vont utiliser des modèles mathématiques. Et donc, à ce titre-là, dans l'écriture de certains programmes qui seront dédiés à, par exemple, des calculs en physique, eh bien, on aura besoin de notions de mathématiques. Les mathématiques, elles, ont aussi besoin de l'informatique. Ça peut être le cas pour certaines démonstrations. Par exemple, le théorème des 4 couleurs, c'est une conjecture qui date de 1852 et qui n'a pu être démontrée qu'en 1976, donc plus de 100 ans plus tard, grâce à l'ordinateur, puisque dans la démonstration, on se ramène à 1478 configurations de base, et évidemment, faire la démonstration sur ces 1478 configurations à la main, ça aurait été quasi impossible, et donc là, l'ordinateur a été salvateur. Mais l'informatique sert aussi pour faire de la simulation par exemple, pour faire du calcul formel, pour faire de la visualisation, donc on voit que c'est aussi un outil pour les mathématiques. Donc après, on peut un petit peu se poser la question du lien entre informatique et mathématiques, et puis savoir si finalement l'informatique c'est qu'une branche des mathématiques ou pas. Alors, il y a une différence fondamentale qui va exister entre les mathématiques et l'informatique, c'est la notion de temporalité. En mathématiques, une propriété, elle devrait être soit vraie, parce qu'elle a été démontrée comme telle, ou parce qu'elle est admise, ça dépendra si c'est un théorème ou un axiome. Elle peut aussi être fausse, parce qu'elle aura été démontrée comme fausse, ou parce qu'on a admis qu'elle était fausse. Ou alors, elle peut être dans un statut, on ne sait pas encore, elle n'est pas encore démontrée ni admise, mais disons qu'une propriété ne va pas avoir son statut de véracité qui va passer de vrai à fausse ou réciproquement. Il n'y a pas cette notion de temporalité. Alors qu'en informatique, eh bien, la valeur d'une propriété va évoluer. Et donc, ça amène également à une notion clé, qui est la notion d'état. Si en mathématiques, le monde est immuable, en informatique, le monde change. Et on va appeler état du monde l'ensemble des valeurs, des différentes caractéristiques. Alors, je reste avec un terme très abstrait quand je dis caractéristiques, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans des choses très concrètes. L'état du monde, c'est l'ensemble des valeurs des différentes caractéristiques du monde à un instant donné.
Et donc, forcément, quand on va parler d'informatique, on va parler de ces changements d'état, puisque, eh bien, comme on a des propriétés qui changent, c'est qu'on va changer d'état. Donc, un exemple, hein, en informatique, je pourrais dire aujourd'hui, je suis au Havre, ce qui veut dire que ma caractéristique position vaudrait Havre. Et puis, si demain je suis à Caen, eh bien, demain, ma caractéristique position vaudra Caen. D'accord? Donc, on voit bien on a des choses qui ont changé. D'accord? Là où une fois de plus, en maths, on a quelque chose qui est vrai une fois pour toutes. Alors, est-ce qu'on pourrait rattacher ce concept de temporalité avec ce qu'on trouve en physique? Oui, alors en physique, on utilisera souvent des fonctions du temps, effectivement. Et on peut s'y ramener comme ça. D'ailleurs, j'y reviendrai un petit peu après quand je reparlerai de cette notion d'état et de mathématiques. Donc, il va falloir que je puisse exprimer en informatique comment justement je change la valeur d'une caractéristique. Donc, par exemple, comment j'affecte une valeur à cette caractéristique position. Donc, pour le moment, je vais utiliser la notation ici de flèche vers la gauche pour dire que j'affecte la valeur quand à la caractéristique position. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle une affectation. C'est donc un changement d'état élémentaire. Et c'est cette notion de changement d'état qui va bien changer par rapport aux mathématiques et qui va faire que, eh bien, on va avoir des choses qui vont finalement pas être si évidentes que ce qu'on pourrait croire. Donc, après tout ça, on voit qu'une première spécificité de l'informatique, c'est cette notion d'affectation, qui est vraiment propre à l'informatique. Et derrière, eh bien, ce qui se passe aussi, c'est que cette notion d'affectation, c'est quelque chose qui prend du temps. Alors, c'est un temps qui est ridiculement court, ça s'exprime en millionième de seconde, si vous voulez, sur un ordinateur classique, mais ça prend du temps. Et donc, quand on va faire des calculs compliqués, eh bien, le temps que ça prend va finir par ne pas être si peu important que ça. Et donc, également, une notion qui va être spécifique à l'informatique, c'est la notion d'efficacité, ou de complexité, ou de coût, il y a plein d'équivalents. Et donc là, je vous ai mis une petite citation de Leslie Lamport qui dit la chose suivante. Donc, equality is a simple concept that 5-year-old children understand. Donc, l'égalité, c'est un concept simple que des enfants de 5 ans comprennent. Assignment, donc c'est l'affectation, c'est un complexe compliqué que des étudiants d'université trouvent difficile. L'égalité obéit à une loi algébrique simple, ce n'est pas le cas de l'affectation. Et effectivement, une des grandes choses qui va rendre éventuellement l'informatique difficile à expliquer et qui va nécessiter de savoir sortir un petit peu de ce qu'on va utiliser d'habitude comme discours en mathématiques, c'est bien ce problème de l'affectation. Alors là, je vous ai mis un exemple d'un programme tout simple qui fonctionnerait comme ça dans plein de langages, en l'occurrence en Python. Donc, il n'y a pas besoin de connaître Python hein, pour comprendre. Je fais bleu égale 2, print de bleu. Donc, on supposera que bleu est une variable. Rouge égale 1 plus bleu, print de rouge. Et rouge égale bleu plus rouge. Bon. Voilà, ça c'est un exemple de programme qui, à première vue, peut sembler tout simple. Et puis, la question, c'est finalement, est-ce que cette chose-là, qui, pour quelqu'un qui a un petit peu l'habitude de l'informatique, est quelque chose d'évident, est-ce que c'est si simple que ça? Eh bien, on va essayer de regarder derrière ce qui se cache. Pour ça, on va partir d'un exemple qu'on peut faire avec des élèves, même très très tôt, hein, même avant le cycle 3, qui consiste à faire aborder un petit peu l'affectation avec une vision débranchée. Donc l'idée n'est pas de moi, hein, c'est très très vieux, c'est de considérer que les variables sont un peu des boîtes, et donc on va supposer qu'on dispose de deux boîtes, une bleue et une rouge, et que ces boîtes peuvent contenir un post-it, et pas plus, avec une seule valeur. Donc on écrira les nombres sur des post-it, notre main qui est un peu ce qu'on manipule à l'instant T, elle peut contenir qu'un seul post-it, et quand on va stocker un post-it dans une boîte, donc ce sera en fait faire une affectation, eh bien on écrasera l'ancien post-it. Soit on jette à la poubelle l'ancien post-it, soit on colle le nouveau post-it sur l'ancien, en considérant que du coup l'ancien devient inaccessible. Et donc on peut écrire à ce moment-là le programme suivant
Donc qui est une suite d'instructions, stocker 2 dans la boîte bleue, afficher la valeur de la boîte bleue, stocker l'ajout de 1 à la valeur de la boîte bleue dans la boîte rouge, bon, etc. D'accord? Donc ça, c'est un programme qui est écrit dans un français qu'a priori, tout le monde peut comprendre qu'il est fait ou pas de l'informatique. Et on va regarder ce programme-là, comment petit à petit, ça va se ramener à ce qui ressemble à un programme Python. Donc là, je vous mets ce qu'on avait au départ. Donc en haut, hein, c'est exactement ce que j'ai mis sur le transparent précédent. Donc mon programme écrit en bon français. Et puis, je vais commencer par simplifier un petit peu l'écriture. Donc chaque fois que j'ai mis stocker quelque chose dans autre chose, c'est là que je m'aperçois que j'ai fait une erreur. C'est pas stocker x dans v, c'est stocker v dans x. Je vais remplacer ça par x flèche gauche v. Donc mon stocker 2 dans la boîte bleue, ça vient boîte bleue, flèche vers la gauche 2. D'accord? Et donc là, j'ai juste écrit le même programme qu'avant, mais avec une écriture un petit peu simplifiée, je peux penser au moins dans un premier temps. Et quand je fais ça, déjà, j'introduis une nouvelle notation. Et introduire une notation, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Ça, au départ, rajoute une petite complexité. Même si, à terme, on voit bien que ça permet d'obtenir quelque chose qui est quand même un peu plus condensé que ce que j'avais au départ. Et puis, je peux continuer un petit peu. Donc, j'avais le programme tel que j'ai en haut. Et puis, à chaque fois, écrire boîte bleue, boîte rouge, c'est un petit peu long. Donc, plutôt que d'écrire boîte X, je vais écrire X. Donc, mon boîte bleue reçoit 2, ça devient tout simplement bleu reçoit 2. D'accord? Et pareil, quand j'avais affiché la valeur de la boîte bleue, ça devient afficher la valeur de la bleue. Et quand je fais ça, certes, je simplifie mon programme, mais on a un petit peu une sorte de métonymie, je perds la notion de contenant. D'accord? Je finis par oublier en faisant ça que bleu, finalement, c'est un contenant qui contenait une valeur. Et maintenant, je ne mets plus qu'à parler de bleu. Alors qu'avec boîte bleue, je voyais bien que c'était un contenant. Et pourtant, on va trouver que c'est encore trop long à écrire tout ça. Donc, à chaque fois que je vais mettre la valeur de la x, je vais dire, je pourrais peut-être plutôt dire x. Donc, plutôt que de dire afficher la valeur de la bleue, je vais dire afficher bleu, tout simplement. Et mon programme gagne encore en concision. Mais en faisant ça, j'introduis à nouveau une grosse complexité dans la compréhension que ça engendre. C'est que maintenant, je vais confondre valeur et contenant. Puisqu'on voit bien que quand je fais bleu reçoit 2, bleu cette fois-ci désigne le contenant, la boîte, alors que quand je fais afficher bleu, cette fois-ci, je fais référence à la valeur qui est stockée dans bleu. D'accord? Oui, tout à fait, Antoine. Donc, c'est à nouveau quelque chose qui me permet d'avoir mon programme un petit peu plus condensé, mais je rajoute de la confusion. Et puis, évidemment, tout ça, c'est encore trop long pour les informaticiens qui sont essentiellement quand même des gens paresseux. Donc, on va aller encore un petit peu plus loin. Et là où j'avais écrit l'ajout de 1 à bleu ou l'ajout de bleu à rouge, je vais me dire, mais attendez, les mathématiciens, ils ont depuis longtemps introduit un symbole qui permet de faire ça. Donc, je ne sais plus, mais le symbole plus, ça doit remonter au XIVe siècle, un truc comme ça. Je vais l'utiliser. Donc, plutôt de mettre l'ajout de 1 à bleu, je vais mettre 1 plus bleu. Et l'ajout de bleu à rouge, je vais mettre bleu plus rouge. Ça semble rien. Sauf que ça veut dire que dans quelque chose qui jusqu'à présent était que de l'informatique, j'ajoute une notation qui vient des mathématiques. D'accord? Donc, je rajoute encore un petit peu de choses qui rendent mon programme un petit peu plus compliqué à comprendre. Et puis, enfin, la flèche, jusqu'à il y a très peu de temps, ça n'existait pas. Et donc, la flèche, je vais la remplacer par un caractère qui existe. Et puis, je vais prendre un seul caractère parce que je fais souvent des affectations assez courtes et je vais mettre le signe égal. Donc, plutôt de mettre bleu flèche 2, je vais mettre bleu égale 2, etc. Et là, grosse difficulté
qui vient se rajouter à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que je modifie le sens d'un symbole bien connu. D'accord? L'égal, qui désignait l'égalité mathématique, devient un symbole d'affectation en informatique. Et donc finalement, mon petit programme tout à l'heure qui semblait très simple, eh bien on se rend compte que il mélange, il a consisté à transformer quelque chose qui était du français bien clair en quelque chose qui certes est concis, mais qui a introduit 5 degrés de complexité différents, d'accord, que j'ai résumé là, mais c'est exactement ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui finalement est pas si simple que ça, alors que c'est vrai que quand on a un petit peu l'habitude, le programme que j'ai mis en introduction, ça semble quelque chose de vraiment trivial. Alors maintenant, on peut essayer de revoir un petit peu l'affectation avec un aspect mathématique. En informatique, l'affectation, ça permet de faire évoluer le monde. Donc je vais passer du monde à l'instant t, où j'avais donc par exemple bleu qui vaut 2 et rouge qui vaut 3, au monde à l'instant t plus 1, où en ayant effectué l'affectation rouge reçoit bleu plus rouge, eh bien je passe dans un monde où bleu vaut 2 et rouge vaut 5. Donc pour revenir à la remarque précédente de je ne sais plus qui, là effectivement on pourrait dire finalement, on peut voir bleu comme une variable temporelle, et rouge aussi, où en fonction du temps, eh bien j'ai des valeurs différentes. Donc ça, c'est la façon dont on voit ça en informatique. Mais on peut ramener ça à des concepts mathématiques en considérant que finalement, j'ai un monde unique, M, qui est constitué de deux mondes distincts, M1 et M2. Et M, donc c'est M1 union M2, avec M1 où j'aurai une variable bleu 1 qui vaut 2, une variable rouge 1 qui vaut 3, et M2 où j'ai une variable bleu 2 qui vaut 2 et rouge 2 qui vaut 5. Et finalement, eh bien, le fait d'avoir un changement d'état comme j'ai en informatique, je peux le représenter comme des relations qu'il existe entre deux sous-ensembles de mondes en mathématiques, en disant que, là, si je reprends mes mondes M1 et M2, que mon affectation qui était donc rouge 2 reçoit bleu 1 plus rouge reçoit bleu plus rouge, c'est en fait rouge 2 égale, cette fois-ci au sens mathématique, bleu 1 plus rouge 1. D'accord? Mais la petite subtilité qui est derrière, c'est que quand on a une affectation, ça veut dire que les autres variables ne bougent pas. Et donc, c'est vraiment indispensable ici de rajouter que toutes les autres variables, comme j'ai pu le faire ici, bleu 2 égale bleu 1, ne changent pas. D'accord? Donc, ça veut dire que, malgré tout, je peux très bien modéliser ce qui se passe en informatique avec des mathématiques. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, quand on fait de la logique temporelle, où on décrit justement ces changements d'état. Maintenant qu'on a vu un petit peu ça, comment on peut visualiser l'affectation? Alors, l'affectation, on a différentes façons de la visualiser. On peut le faire de façon débranchée, un petit peu comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Je vous montrerai tout à l'heure une autre version également qui est faisable au tableau. Sinon, il y a un outil aussi qui est bien pratique, qui est Python Tutor, si vous faites des cours en Python, d'accord? Donc ça concernera plutôt les enseignants de lycée, moins ceux de collège. Donc Python Tutor, je vous ai mis le lien, je ne sais plus si vous avez vu au début de la discussion, je vous ai mis un lien vers une page où j'ai recensé, les ressources que j'utilise. Donc là, mes transparents, et puis aussi un lien vers Python Tutor. C'est un outil qui va permettre de faire justement de l'animation d'un programme écrit en Python et qui est très pratique pour comprendre un peu ce qui se passe avec l'affectation. Donc, juste petit préambule éventuellement pour les gens qui ne connaîtraient pas Python. Donc, l'affectation ou la note avec le symbole égal, comme je l'ai fait précédemment. Les variables ne se déclarent pas. On ne les type pas non plus. Et puis, pour afficher une valeur, on utilise print de v. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir suivre la suite. Donc, dans Python Tutor, quand on arrive sur la première page, on va pouvoir, après avoir cliqué sur un premier lien, taper notre programme Python. Et donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai retapé d'ailleurs exactement le programme que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, on va pouvoir cliquer
sur le bouton ici, Visualize Execution. D'accord? À partir de ce moment-là, on arrive à cette interface-là avec trois parties essentielles, plus le panneau de commande qui est en bas. Ces trois parties, c'est d'un côté le programme et où on en est. La flèche rouge, en l'occurrence, c'est écrit en bas à gauche, vous voyez, c'est la prochaine instruction qui va être exécutée. On va avoir en haut à droite ici l'affichage que notre programme va produire. Et en bas à droite ici, on aura l'état du programme. Et donc là, on retrouve la notion d'état dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, maintenant, on va pouvoir cliquer sur le bouton Next qui est là pour exécuter la première instruction. Quand je fais ça, on voit que ici, l'instruction bleu égale 2 a été marquée comme étant exécutée. La prochaine instruction, ce sera print de bleu. Et là, on voit ici, à droite, que maintenant, la variable bleue contient la valeur 2. D'accord? Après, quand je vais faire le print de bleu, eh bien, même chose, j'ai avancé ici, et on voit qu'ici, maintenant, 2 a été affiché à l'écran. Quand je vais faire rouge égale 1 plus bleu, eh bien, cette fois-ci, je vais avoir maintenant le fait que rouge prend la valeur 3, et puis, print de rouge, ici, pardon, oui, j'ai pas mis la fin après, donc print de rouge, eh bien, dans la sortie ici, on va avoir 3, et puis rouge égale bleu plus rouge, on va voir que rouge passe à 5 ici. Donc ça, Python Tutor, c'est un outil qui est bien pratique justement pour essayer de comprendre ce qui se passe quand on exécute un programme écrit en Python. Alors d'ailleurs, ça s'appelle Python Tutor parce qu'à la base, c'était fait pour Python, mais vous l'avez aussi pour d'autres langages. Je sais que vous pouvez utiliser Python Tutor pour Java, par exemple, et ça doit exister pour d'autres langages. Donc je vous ai dit une autre façon de visualiser une exécution en mode débranché pour bien comprendre ce problème de l'affectation, c'est d'utiliser trois élèves. Donc vous avez un élève qui interprète les instructions du programme. Donc lui, il a le programme sous les yeux et puis il décrit ce que fait chaque instruction. On a un élève sur une partie du tableau qui va gérer la mémoire. Donc il va reprendre ici un petit peu le rôle de ce qu'on avait en bas à droite dans Python Tutor, qui était de dire bleu vaut 2, rouge vaut 3, etc. Et on a un élève qui gère l'affichage sur une autre partie du tableau, donc par exemple à droite du tableau, et qui va petit à petit noter ce qui est affiché par le programme. Donc c'est en fait faire exactement ce que fait Python Tutor, sauf que l'avantage de faire ça à des élèves et pas laisser Python Tutor le faire, c'est que ça oblige les élèves à réfléchir vraiment et pas juste à cliquer et en disant ah tiens il a fait ça, bah oui c'est normal. Il va vraiment être obligé de réfléchir à ce qui doit être fait, alors qu'avec Python Tutor, si on le fait trop rapidement, on va se contenter d'acquiescer sur tout ce qui est fait sans vraiment réfléchir. Voilà donc différents moyens qu'on a un petit peu pour essayer de faire comprendre cette notion d'affectation. Alors ensuite, ce que vous pouvez faire en ce qui concerne cette notion d'affectation, c'est déjà, dans un premier temps, ne pas parler tout de suite des variables. Il faut commencer par introduire la notion d'expression. Donc la notion d'expression, c'est tout simplement quelque chose qui a une valeur. Donc un entier, c'est une expression, un réel, c'est une expression, l'application d'une opération sur deux expressions, c'est une expression. D'accord? Donc ça veut dire que 2 plus 3, c'est une expression, parce que 2 est une expression, 3 est une expression. Que 2 plus, ouvrez la parenthèse, 3 fois 5, c'est une expression, parce que 3 fois 5, c'est une expression, parce que 3 et 5 sont des expressions, et qu'on a appliqué une opération sur des expressions, etc. Donc la première chose, c'est bien faire comprendre ce que c'est cette notion d'expression. Et après, on peut parler d'affectation en précisant bien que quand on affecte, on fait une valeur à une variable, et que cette valeur est le résultat d'un calcul d'une expression, c'est bien le résultat du calcul qu'on affecte à la variable, et ce n'est pas l'expression en elle-même. J'y reviendrai un petit peu à la fin. Il ne faut pas hésiter non plus à multiplier les exercices simples, similaires, où on change juste la valeur d'un paramètre. On a trop tendance à dire que, voilà, une fois que j'ai fait écrire un programme qui est capable de me faire la somme de deux nombres, ça ne sert à rien d'écrire un programme qui fait la somme de trois nombres.
en disant bah ils ont compris, c'est bon. Eh ben non. Il faut vraiment insister sur ces exercices de base. La somme de deux nombres et la somme de trois nombres, tant qu'on n'a pas l'habitude, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Pareil, la somme de deux nombres et le produit de deux nombres, ce sont aussi deux choses qui n'ont rien à voir. Donc il faut vraiment multiplier ces exercices qui semblent être répétitifs, qui semblent se ressembler, mais qui en fait vont permettre vraiment d'acquérir des réflexes exactement comme ce qu'on trouve dans des exercices de mathématiques où vraiment on répète x fois les mêmes choses à un détail près. Ça c'est vraiment important. Insister aussi sur les noms qu'on donne aux variables. Il faut arrêter d'appeler ces variables ABC ou x, y, z. Il faut leur donner des noms significatifs. Et montrer que les variables, ça permet de faire deux choses. Déjà, de donner un sens à une expression compliquée. Donc là, je vous ai mis, par exemple, plutôt que de mettre R1 égale moins B moins racine de B2 moins 4AC sur 2A, eh bien, peut-être qu'on pourrait déjà appeler, donner un nom à juste B2 moins 4AC. D'accord? Donc vous l'appelez delta, vous l'appelez discriminant comme vous voulez, mais vous lui donnez un nom. Et du coup, on comprend ce que c'est que cette partie-là. Et maintenant, quand on écrit R1, d'ailleurs, plutôt qu'écrire R1, on pourrait écrire solution 1, eh bien, on va pouvoir utiliser moins B moins racine de delta sur 2A, et ça permet de rendre la formule déjà un petit peu plus légère à comprendre, et à comprendre ce que c'est que cette partie qui avant était B2 moins 4AC, et à comprendre un petit peu plus ce que c'est, et avoir éventuellement le lien avec son cours de maths. Donc ça, c'est un premier intérêt des variables, c'est donner un nom à une expression, et ce qui permettra derrière de savoir ce que ça représente. Et puis, eh bien, ça permet aussi d'éviter de faire plusieurs fois le même calcul. Donc si je reprends les racines des équations du second degré, eh bien, plutôt que d'écrire R1 égale moins B moins racine de B2 moins 4AC sur 2A, et R2 égale moins B plus racine de B2 moins 4AC sur 2A, eh bien, si on stocke la valeur B2 moins 4AC dans une variable delta une première fois, eh bien, les calculs derrière seront plus efficaces parce qu'on n'a pas besoin de faire deux fois le calcul B2 moins 4AC. D'accord? Donc, voilà aussi ce que les variables peuvent amener à faire. Et d'ailleurs, j'y reviendrai après quand je vais vous parler un petit peu justement de pensée informatique. Ça, c'est des choses qu'on va faire en informatique, mais qui derrière peuvent aussi être utiles en mathématiques, dans des démonstrations, dans des calculs compliqués, passer par des variables intermédiaires, cette fois-ci variables au sens mathématique, ça permet aussi de simplifier les écritures. Alors, maintenant on va essayer de parler un petit peu de typage, qui est aussi une notion clé en informatique, et qu'on va pouvoir rapprocher des mathématiques. Un opérateur qu'on va pouvoir également appeler loi de composition, interne ou pas, d'ailleurs ça dépend des cas, c'est ni plus ni moins qu'une fonction avec une notation infixe. Et en mathématiques, quand on définit une fonction, on la définit avec un domaine et un codomaine. Alors je crois que ça se fait un petit peu moins formellement maintenant que ça se faisait à mon époque, mais à mon époque, dès le collège, quand on définissait une fonction, on disait bien que f était la fonction de a dans b qui a c associe d. Et donc là, on peut faire pareil, plus défini sur les réels, c'est la fonction de r croix r dans r qui a xy associe x plus y. D'accord? Et on voit bien que eh bien, le domaine ici, R croix R, le codomaine R, ce sont bien des choses qu'on trouve en mathématiques. D'accord? C'est le typage de la fonction. Et du coup, ça veut dire que les valeurs sont aussi typées. X doit être un réel, Y doit être un réel, et X plus Y sera un réel. En informatique, eh bien, de la même façon, les valeurs sont typées et les fonctions aussi sont typées. Alors, on a certains types de bases assez courants qu'on va retrouver. On a ce qu'on va appeler les entiers, qui est un sous-ensemble fini J de n, en fait c'est de Z plutôt. On va avoir les flottants, qui est un sous-ensemble fini des nombres diadiques, et qui est une approximation d'une partie des réels. On va avoir les booléens, qui en général valent donc soit vrai, soit faux. On va avoir les chaînes de caractères. Ça, c'est les types de bases les plus courants. Et puis, quand on a une fonction,
eh bien, si on l'applique hors de son domaine de définition, ça provoque une erreur. En maths, ce ne serait pas une erreur, c'est tout simplement une écriture qui n'a pas de sens, mais ça revient un petit peu à la même chose. Alors, suivant les langages, les variables peuvent être typées ou non. Pour le moment, j'ai parlé du type des données. Et une variable, on a vu tout à l'heure que c'était un contenant qui va pouvoir contenir une donnée. Qu'est-ce que c'est qu'une variable typée? C'est une variable qui ne peut contenir que des données d'un certain type. Et donc, on a des langages, par exemple en Java. Quand je déclare une variable A de type int, je vais dire int A, c'est-à-dire que dans A, je pourrais mettre que des entiers. C'est une variable typée. En Python, une variable n'est pas typée. Je peux faire A égale 2 et juste après A égale Toto. D'accord? Ça ne veut pas dire que mes données, elles, ne sont pas typées. Ça veut juste dire que mes variables ne sont pas typées. Donc, au fur et à mesure de mes changements d'état, elles pourront contenir des données de types différents. Et les fonctions qu'on va avoir en informatique, elles peuvent être définies sur plusieurs domaines avec des comportements différents. Et ça, c'est un petit piège. C'est-à-dire que l'opération plus qu'on avait en mathématiques, qui est définie sur les réels, eh bien en informatique, on aura un plus sur les flottants, on aura un plus sur les entiers, on pourra avoir un plus sur les chaînes de caractères, avec éventuellement des comportements différents. Ça, c'est ce qu'on appelle la surcharge, et c'est vrai que ça n'a pas toujours facilité la lecture d'un programme informatique. Alors, là, je vous ai mis quelques exemples en Python pour vérifier ce que c'est que le type d'une donnée. On a une fonction qui s'appelle type, qui prend en paramètre une valeur et qui va nous renvoyer le type de la valeur. Donc quand je fais type de 3, ça me dit que 3 c'est un int. Quand je fais type de ABC, ça me dit ici str, donc c'est la version de string, ça veut dire que ABC c'est une chaîne de caractères. Quand je fais type de 3.14, ça me dit float, donc 3.14 c'est un flottant. On voit bien que c'est Python distingue les entiers des flottants. D'accord? Et si je fais 3 plus 2, j'ai 5. On voit bien que plus donc existe sur n croix n, enfin z croix z vers z. Si je fais 2 plus AB, j'ai une erreur. Plus, ça n'a pas de sens entre un entier et une chaîne de caractères. Mais si je fais AB plus CD, donc là j'ai deux chaînes de caractères, eh bien ça a un sens et ça me renvoie ABCD. C'est la concaténation. Et là on voit bien ce problème de la surcharge qui va compliquer quelquefois la compréhension des programmes. C'est que plus existe sur les entiers, mais plus existe aussi sur les chaînes de caractères et ça n'a rien à voir. D'accord? Malgré tout, le typage, ça reste important parce que Bon, non, c'est ce qui... bon, Oui, non. oui, j'ai vu ta question, j'allais te répondre, mais tu as une question avec un F, alors Excuse-moi. j'ai peur. Oui, oui, non, il y en avait qu'une, j'ai écrit de travers. Vas-y. Ma question était sur le plus. C'est-à-dire que en mathématiques, le plus que tu utilises quand tu fais 2 plus 3, et Ouais. éventuellement d'ailleurs si on pouvait définir en mathématiques l'addition de deux chaînes de caractères, c'est le même symbole, mais deux fonctions différentes, on est d'accord? On est d'accord. En informatique, c'est le cas aussi? Oui, c'est le cas aussi. Mm. Mais ça Donc veut là, juste dire que... Vas-y. il y a parfaite symétrie entre la façon dont les... Parce que tout à l'heure, tu faisais bien le distinguo entre la façon dont on utilise, par exemple, le signe égal en mathématiques et en informatique. Là, en revanche, il y a parfaite symétrie entre les mathématiques et l'informatique quant à l'usage Sauf qu'en de la fonction plus, par en exemple. mathématiques, tu t'interdiras d'utiliser 2 fois f dans une même démonstration avec deux sens différents. Dans Oui, un problème, tout à tu fait. utiliseras f avec un sens. Dans un deuxième problème, tu utiliseras f avec un autre sens, mais jamais tu mélangeras les deux. Alors que là, dans Oui, un oui. même programme, tu peux utiliser le plus, qui est la concaténation, le plus qui est l'addition. Tu vois? Oui, tout à fait. Voilà. Ok, merci. Et donc, le typage, qui semble être quelque chose d'un petit peu compliqué quelquefois, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste ça. Et le typage, tout le monde en fait depuis le départ sans le savoir, mais c'est vraiment quelque chose de fondamental. Ça permet vraiment de savoir eh bien, ce qui est légal, ce qui n'est pas légal.
Et donc là, si dans un trou qui est forme de triangle, je peux pas mettre un carré, je peux pas mettre un rond, eh bien, c'est parce qu'effectivement, ce ne sont pas des objets du bon type. Et dans la vie de tous les jours, le typage, c'est quelque chose qui est fondamental et qui permet de définir ce qui a un sens, ce qui n'a pas de sens. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors, sur ma troisième partie, je vais aller un petit peu vite parce que le temps a déjà pas mal tourné. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'on appelle la pensée informatique et donc, en fait, de ce en quoi l'informatique peut amener quelque chose dans la vie de tous les jours et notamment dans le cadre de l'enseignement des maths. Donc le terme pensée informatique, c'est un terme qui a été introduit en 1980 et puis popularisé plutôt en 2006 et ça désigne l'ensemble des techniques mises en œuvre pour arriver à faire résoudre des problèmes à des ordinateurs. Et donc c'est des techniques qui, c'est très très large, ça va aussi bien de la formalisation des problèmes à la description de méthodes de résolution. Et l'intérêt de se ramener à la pensée informatique, c'est d'essayer de voir quand on enseigne l'informatique, que ce soit dans l'approche de l'informatique qui est faite dans le programme de maths, que ce soit dans les cours de NSI, c'est de voir un petit peu comment on va essayer de pouvoir capitaliser ce qu'on fait dans ce domaine-là pour le ramener à des choses très concrètes, très pragmatiques, aussi bien dans la vie de tous les jours que en ce qui vous concerne dans les mathématiques. Alors, je vais aller un petit peu vite, mais dans la pensée informatique, on va trouver des choses comme par exemple penser récursivement, reformuler un problème compliqué en problème plus simple, utiliser des heuristiques pour trouver une solution, juger l'esthétique d'un programme, etc., etc. C'est très 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 vaste, d'accord? Et donc, histoire de se limiter à un cadre un petit peu plus restrictif, je vais vous parler des concepts adage, donc qui ont été introduits en 2013. Et donc ADAGE, c'est un acronyme pour Abstraction, Decomposition, Algorithmic Thinking, Generalization et Evaluation. D'accord? Donc très rapidement, à quoi correspondent ces différentes notions? L'abstraction, c'est le fait d'être capable, dans la modélisation d'un problème, de ne garder que les données pertinentes pour la résolution du problème. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental quand on a à répondre à un cahier des charges et puis qu'on se trouve avec une montagne d'informations et qu'il faut garder que ce qui est utile. Mais ça, le lien avec les mathématiques, il est évident. Et je pense que la plupart des enseignants que vous êtes, vous avez l'habitude, dans un problème de maths, de mettre des informations qui ne servent à rien, finalement, pour résoudre le problème, mais vous les mettez quand même dans l'énoncé. D'accord? Et ça, eh bien, c'est quelque chose qui va devoir être pratiqué tous les jours quand on doit écrire un programme pour répondre à un problème. Et donc, en travaillant là-dessus, eh bien, ça va permettre d'apporter quelque chose au niveau des mathématiques. Et là, on peut aussi faire le lien, justement, un petit peu entre ce que les élèves devront faire quand ils ont un programme à écrire et bien, ce qu'ils doivent faire déjà depuis le collège par rapport à un problème de mathématiques. Ou même dans la vie de tous les jours. Quand on a une porte à ouvrir, on sait très bien que ça ne sert à rien de sortir son violon. Ensuite, le D comme décomposition. Donc la décomposition, c'est la compétence qui consiste à être capable de décomposer un problème complexe en sous-problèmes, jusqu'à tomber sur des problèmes simples que l'on sait résoudre. Alors ça, on pourrait y revenir, mais ça nécessiterait encore 1h30 à côté pour parler un petit peu de la démarche de conception descendante qui est une façon de faire pour résoudre un algorithme. Ça pourrait aussi venir quand on résout un problème par récursivité, mais de manière générale, c'est pareil, c'est quelque chose qui est trivial en mathématiques, où quand on a un problème à faire, on doit passer par plusieurs étapes, et notamment, je pense que c'est pareil, vous avez l'habitude en tant que prof de maths, au départ de décomposer votre problème général en des questions intermédiaires, puis après essayer de laisser les élèves faire ça, et surtout leur dire de bien noter toutes ces étapes intermédiaires, aussi bien eux pour structurer le raisonnement que vous pour comprendre derrière ce qui a marché et pas marché. Et donc, à nouveau, c'est quelque chose qui est essentiel. D'accord? Ensuite, le A comme pensée algorithmique. Donc, la pensée algorithmique,
c'est une compétence qui consiste à comprendre comment une succession d'étapes permet d'atteindre un objectif. Et même, effectivement, si dans la définition de base de la pensée algorithmique, telle qu'elle est faite dans les complexes adages, on ne parle que des séquentialités, ça implique aussi comprendre les conditionnels, donc le si alors sinon, les itérations, donc répéter un certain nombre de fois, etc. Et là, eh bien, on a aussi un lien avec les mathématiques où il faut être capable de comprendre une démonstration. D'accord? En fait, comprendre une démonstration, c'est appliquer un algorithme de preuve. D'ailleurs, c'est dommage que effectivement la théorie de la preuve, des choses comme le calcul des séquences, par exemple, ne soient pas abordées en mathématiques. Je pense que c'est quelque chose qui serait abordable au lycée, qui permettrait d'aider à la structuration des raisonnements. Et par exemple, quand vous décrivez, je ne sais plus en quelle classe ça se fait, si ça se fait encore en seconde, si ça se fait plus tard maintenant, mais comment trouver les extrémas locaux d'une fonction, finalement, ce qu'il faut faire, c'est bien appliquer un algorithme précis qui est calculer la dérivée, ensuite chercher quand la dérivée s'annule, calculer une valeur de chaque côté, etc. Voilà, donc c'est exactement quelque chose qu'on doit faire en mathématiques, c'est savoir appliquer, comprendre un algorithme. Et donc, des choses qui sont vraiment essentielles, c'est, même avant de faire écrire des programmes, c'est faire lire des programmes. En OCP ou même en grande section, on va apprendre à lire avant d'apprendre à écrire. Et bien en informatique, il faudrait faire pareil. Il faudrait faire lire des programmes, faire dérouler à la main des programmes, donc voir ce que j'ai expliqué avant, notamment sur botte débranchée et pratique au tableau. C'est quelque chose qui est essentiel, qui permettra derrière d'avoir un peu plus de compréhension sur ce qui existe avant d'écrire soi-même des programmes. Alors au passage, quelques vieux algorithmes en lien avec les mathématiques. L'algorithme d'Euclide, par exemple, qui date du IVe siècle avant notre ère. L'approximation de pi par des polygones à n côté, ça date du IIIe siècle avant notre ère. Et tout ça, c'est vraiment décrit sous la forme d'algorithmes. Alors à l'époque, c'était en bon grec rédigé, mais ce sont des algorithmes. Où on a encore le crible d'Ératosthène qui date, lui, du IIIe siècle avant notre ère, a priori, d'accord, même s'il n'a pas été mentionné avant le IIe siècle de notre ère. Il ne me reste plus que 2 points pour terminer avec les complexes à l'âge. Généralisation. La généralisation, ça consiste à être capable de reconnaître que 2 problèmes différents ne sont en fait que des cas particuliers d'un même problème. Et ça, c'est exactement aussi ce que vont faire des élèves qui ont appris le théorème de Pythagore ou le théorème de Thalès, pour prendre les premiers théorèmes qu'ils voient. Et derrière, eh bien, ils devront dire, ah bah tiens, là, je suis dans une situation de Thalès, où là, je suis avec 80 angles, donc je peux appliquer mon théorème de Pythagore. Et donc, on voit bien que le théorème, finalement, c'est quelque chose de général et qu'on peut l'appliquer sur des situations différentes. Et de la même façon, en informatique, on aura ça, et c'est comme ça qu'on va petit à petit aussi pouvoir introduire la notion de fonction, et dire qu'une fonction que j'ai définie une fois, je pourrais la réappliquer dans des contextes différents. Et enfin, l'évaluation, eh bien, ça, c'est une compétence qui consiste à être capable de juger la solution produite. Est-ce qu'elle est correcte déjà? Donc ça, c'est pareil en mathématiques. Si d'un seul coup, on vous dit que, il faut calculer la distance Terre-Lune et puis que l'élève il trouve un résultat de 3,43 mm, eh bien, il doit quand même se poser des questions sur la validité de sa solution. C'est pareil, s'il trouve une distance de 3 kg, il doit se poser des questions aussi. D'accord? Voilà, l'évaluation, c'est aussi quelque chose qui est important et qui va permettre d'être capable d'évaluer, par exemple, si une démonstration est correcte. On aura aussi, dans l'aspect évaluation, savoir si notre solution elle est efficace en temps et en espace. Si pour calculer 2 plus 2, mon programme il a besoin de 300 ans, c'est qu'il y a un problème. Voilà, donc l'évaluation c'est quelque chose de très large, c'est non seulement une évaluation sur la valeur du résultat produit, mais sur comment cette valeur est calculée. Et donc on peut relier ça aussi aux notions de complexité, de thèse, de qualité de code, de vérification. Voilà, des choses qui vont bien au-delà de ce qu'on va aborder en informatique dans le cadre des cours de mathématiques. Et de même, il faut aussi savoir juger si les hypothèses pour appliquer à un théorème sont vérifiées. Si un élève se met à appliquer un théorème de Thalès
dans le cas où on a des droites qui sont pas parallèles, eh bien, c'est qu'il y a un problème, d'accord? Donc, on est exactement aussi dans le même type de problème. Voilà. Et donc, pour conclure, bon, quelques écueils classiques hein, sur lesquels je reviens, mais dont j'ai un petit peu parlé. Le signe égal, qui est utilisé en général pour l'affectation dans beaucoup de langages, et qui amène à écrire des choses genre i égale i plus 1, qui évidemment pour quelqu'un qui a l'habitude de beaucoup de langages informatiques ne choque pas, mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, i égale i plus 1, c'est un non-sens, et ça peut être très compliqué. Le fait, comme j'ai dit, qu'un nom de variable à gauche ou à droite d'un symbole, ça n'a rien à voir, et donc là encore on a des confusions. Et puis je vous avais dit que j'y reviendrai, le fait que quand on affecte une expression à une variable, quand je fais b égale 2 fois a, eh bien, ce n'est pas l'expression que j'affecte à la variable, c'est la valeur de l'expression. Donc, dans mon exemple qui suit, là, quand je fais a égale 2, b égale 2 fois a, b, il ne correspond pas à l'expression 2 fois a, mais il correspond bien au calcul de 2 fois a à ce moment-là, donc b vaut 4. Et si après je fais a égale 3, ça ne change pas la valeur de b, b vaut toujours 4. Donc ça, c'est une confusion qui est plus rare, mais il faut bien vérifier qu'elle reste à l'esprit des élèves. Voilà, et puis évidemment, c'est qu'un début. Après, ça peut amener à plein de questions sur différents thèmes. Et donc, il est 15 heures pile. Donc, je ne sais pas s'il nous reste du temps pour des questions. Je laisse Alice dire s'il faut qu'on revienne sur la salle commune ou si on peut discuter un petit peu. Et à ce moment-là, je peux répondre à tout ce que vous avez comme question et pour lesquelles j'aurai éventuellement une réponse à donner. Ben, merci beaucoup, Bruno. On a le temps de discuter parce que le but, c'est de toute façon... donc effectivement, comme le rappelle Luc, j'avais donné rendez-vous à 15h15 dans la salle principale. Je suis en duplex avec l'autre salle où ils en sont aux questions aussi, ils prennent le temps d'échanger. Donc on a tout à fait le temps pour des questions si certains veulent en poser ou des remarques. Ok, et puis n'hésitez pas les questions aussi à les poser oralement si vous voulez, et puis à faire vos remarques éventuelles. Vous prendre d'accord ou désaccord. Comme on est 40 quand même, je suggère que les gens qui veulent prendre la parole la demandent avant, même s'il y a beaucoup de gens qui sont connectés qu'avec leur casque, donc ils ne pourront pas prendre la parole. Ouais, mais d'expérience, je pense qu'ils n'osent pas poser des questions, donc à mon avis, ça va pas se bousculer. Bonjour, est-ce que je peux poser une question? Ah ben bien sûr. Alors, c'est une question, une remarque, un peu ce qu'on veut. Tout à l'heure, on parlait de partir d'un programme simple pour, on disait, pour mieux se l'approprier, rajouter de petites touches, changer un petit peu des données, voilà. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas la nécessité d'aider nos élèves à partir de programmes simples, justement, différents, complémentaires éventuellement, à se construire comme un écosystème de programmes par rapport à des besoins qui vont un petit peu varier, mais pour qu'il y ait des références claires qu'ils vont assimiler en profondeur plutôt que de passer d'un programme à un autre type, comme on le fait souvent dans des progressions. Parce que la notion d'écosystème et d'informatique, en termes d'apprentissage, ne sont pas proches l'une de l'autre. Bah, de manière générale, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur le fait de faire lire des programmes. Donc faire lire, c'est d'un côté effectivement leur montrer qu'ils trouvent ce que c'est, mais c'est aussi avoir du coup derrière des références, de programmes simples qui répondent à un type de problème donné. Et puis d'ailleurs, après, on va se rapprocher un petit peu de certains des concepts d'âge dont j'ai pu parler. Montrer que finalement, deux problèmes sont assez voisins. Donc soit on peut réutiliser le même programme mais en le paramétrant différemment, soit on peut le faire évoluer et montrer qu'effectivement après il y a des petites variations entre deux programmes. Mais je pense que oui, avoir effectivement cette espèce d'écosystème de programmes, c'est pas une notion dont j'avais l'habitude de parler, mais oui, je pense que c'est effectivement une bonne idée, oui. Merci beaucoup. Merci. De rien. Non, en fait, le problème
de voix audible ou pas audible, je pense que ça vient d'un problème de débit. Et c'est vrai que moi, du coup, là, je suis en campagne, donc avec la DSL, ça passe très mal. Mais il se trouve que j'ai la chance d'avoir un réseau 5G qui marche bien. Et du coup, c'est ce qui fait que je peux diffuser ma vidéo et la voix en même temps. Mais voilà, je pense que le problème vient surtout de là. Alors, ouais, donc sur le modèle, savoir effectivement si une variable, c'est une boîte, une étiquette ou autre. Disons que je trouve que le modèle boîte dont j'ai parlé est un modèle qui est le plus simple à comprendre. Et d'ailleurs, même si c'est pas le modèle de Python, par exemple, c'est la façon de base dont Python Tutor, par exemple, présente Python. Alors, si je vous montre ce que ça donne, voilà. Donc là, vous allez voir ici ce que ça donne avec Python Tutor. Quand je fais ici bleu égale 2, d'accord, et puis ici rouge égale bleu plus 3, vous voyez que l'exécution de base, enfin la visualisation de base que propose Python Tutor, c'est bien bleu est une boîte qui contient 2, et ensuite rouge est une boîte qui contient 5. Mais concrètement, en Python, ça se passe comme ça. Quand je fais bleu égale 2, eh bien bleu, c'est une étiquette qui va faire référence à une donnée 2, qui est stockée ailleurs. Puis quand je fais rouge égale bleu plus 3, eh bien rouge, c'est à nouveau une étiquette qui fait référence à une donnée haute qui est 5. Alors ça, on peut s'en apercevoir encore d'une autre façon. Si maintenant je fais vert égale 2, quand j'utilise la version boîte ici dont je parlais, eh bien, j'ai bleu égale 2, rouge égale 5, vert égale 2. On voit bien que bleu est une boîte qui contient 2, vert est une autre boîte qui contient également 2. Alors que si j'utilise ici la version qui est vraiment ce que fait Python derrière, bleu donc fait référence à 2, rouge fait référence à 5, et vert fait référence à la même donnée que celle que j'avais dans 2. D'accord ? Alors ça, c'est vraiment comme ça fonctionne Python. Mais honnêtement, sur les objets simples, donc notamment les nombres, qui en Python sont des objets immuables, c'est inutile de comprendre ça et ça rend les choses beaucoup plus compliquées à interpréter derrière. Donc c'est pour ça que je trouve qu'en première approximation et notamment dans le cadre de cours de maths, vaut mieux garder la vision boîte qui me paraît beaucoup plus claire. D'accord ? Alors juste par exemple, hein, ce que ça peut induire ce genre de choses, c'est que si ici je fais maintenant, tiens, je vais faire ici donc jaune égale 3 et bleu égale bleu plus 1. C'est après, voilà, ça peut mener à des choses bizarres quand on n'a pas l'habitude. Ici, donc bleu pointe sur 2, rouge pointe sur 5, vert pointe sur le même bleu que 2, jaune égale 3, donc jaune pointe sur 3. Et qu'est-ce qui se passe quand je fais maintenant bleu égale bleu plus 1? On pourrait dire, je modifie ce qui était pointé par bleu. Sauf que bleu, ça pointait là-dessus. Et donc la question, c'est, du coup, est-ce que vert va pointer à 2 va pointer, maintenant sur une valeur qui vaut 3. Eh ben non. Quand je fais ça, eh bien, ce que fait derrière Python, c'est que il va calculer 2 plus 1, c'est 3, et il va faire pointer bleu sur 3. En l'occurrence, 3 était déjà pointé par jaune. Donc la flèche de bleu qui est là, maintenant, elle va être décalée sur 3. D'accord? Donc je n'ai pas augmenté la valeur qui était dans bleu, j'ai changé la valeur que désignait bleu. Mais honnêtement, moi je trouve que c'est quelque chose qui est bien trop compliqué à comprendre et qui complique énormément les choses. Oui, une variable informatique, c'est un contenant si on prend le modèle de boîte, tout à fait. Pourquoi la boîte est plus claire que le pointage? Ça c'est juste, je pense, la façon dont Python Tutor représente les choses. Et si on a fait une valeur différente à bleu,
eh bien, bleu pointera vers la nouvelle valeur et vert continuera de pointer vers 2. D'accord? Bonjour, j'aurais une Bonjour. question. Je suis professeur stagiaire en collège et où on utilise, enfin en collège on nous demande d'utiliser donc Scratch. Ouais. Voilà, et c'était juste pour prendre un peu de recul parce que donc j'ai jamais encore enseigné au lycée, mais donc j'avais compris qu'au lycée on utilisait Python. Il existe bien d'autres langages. Est-ce que vous savez pourquoi c'est Python qui a été fait comme choix, comme programme au lycée? Est-ce que Scratch c'est une bonne introduction à Python? Est-ce que ça vaut le coup de faire du Python à des collégiens? Alors, Scratch, c'est une très bonne introduction. Moi, je trouve ça, notamment l'histoire du typage dont j'ai parlé. Dans Scratch, on retrouve avec, par exemple, la forme différente qui fait que je peux pas mettre une expression là où on attend une instruction, par exemple. D'accord? Donc, et puis, c'est vrai que Scratch rend aussi l'affectation asymétrique et je trouve ça plus clair parce qu'on dit vraiment stocker telle valeur dans telle variable et on n'a pas l'utilisation du signe égal et on voit bien qu'il y a une différence entre quand même la variable et sa valeur. Donc moi je trouve que c'est une très bonne introduction. Python au collège, le problème après c'est que ça risque, enfin moi je trouve que c'est pourquoi pas, mais c'est aussi un problème après d'équipe pédagogique de savoir ce qui est fait entre les différentes années. Après, pourquoi Python a été choisi au lycée? On voit que Luc sourit parce qu'il sait très bien ce que j'en pense. Python, ça a été choisi essentiellement parce que il fallait introduire NSI. Enfin, déjà, Python existait en maths, d'accord? Ça monte à quelque temps et ça existait aussi en ISN. Et donc, quand on est passé à NSI, donc il y a 2 ans, la volonté du ministère, c'était de faire ça à moindre coût, donc avec de la reconversion d'enseignants existants. On voit bien que les créations de postes, les postes disponibles au CAPES NSI, c'était 30 l'année dernière, je crois que c'est 50 cette année. On est sur des chiffres vraiment très faibles, donc il faut faire ça à effectif à peu près constant. Donc c'est des postes d'une matière qui sont reconvertis en NSI pour les postes de CAPES qu'on va trouver. Et donc il fallait utiliser ce que la plupart des enseignants actuels connaissaient. Voilà. Après, on voit bien que Python, par exemple, là sur ce modèle d'étiquette un petit peu, on pourrait dire, ou de référence, qui n'est pas un modèle de boîte pour les variables simples, c'est pas évident. Le fait que les variables ne soient pas typées, eh bien, ça rend beaucoup plus facile d'écrire des programmes erronés en Python. Le fait qu'il n'y ait pas de compilation, eh bien, ça fait que c'est un petit peu plus simple, mais on a les erreurs qui arrivent très tard, voire quelquefois qui ne sont pas remontées. Donc, pédagogiquement, Python, pour moi, c'était pas forcément un bon choix. Voilà. Mais après, on pourrait en discuter. Les avis sont partagés là-dessus. Hein. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Tu as été formé à Java, Nathalie? Non, alors en ce qui concerne Scratch, c'est vraiment des valeurs qui sont stockées dans les variables. Il n'y a pas cette notion de référence, on est vraiment sur un modèle de boîte. Alors effectivement, le problème est sur le recul avec Scratch, il est assez faible parce que suivant les collèges, Scratch est plus ou moins mis en œuvre. Il peut être mis en œuvre en maths pendant toute la scolarité ou juste en troisième parce que c'est imposé au brevet. Il peut être mis en œuvre en techno ou pas. En techno, ils peuvent faire un peu d'Arduino ou pas. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas un cadre strict qui permet, je pense, d'avoir du vrai recul sur ce que ça permet de faire. Et puis après, ça va dépendre aussi dans quelle mesure les profs de maths de lycée vont faire le lien entre ce qu'ils font en Python et ce qui a été fait avant avec Scratch. Et c'est d'autant plus difficile de faire le lien que ce qui a été fait avant avec Scratch varie beaucoup d'un collège à l'autre et qu'en général, un lycée, ça reçoit des élèves qui viennent de 20, 30 collèges différents. Donc c'est difficile de s'appuyer sur ce qui a pu être fait avant. Non, alors par contre, effectivement, avec Python Tutor, on sera limité à suivre des sorties texte.
Oui, c'est vrai que c'est aussi ce qui est motivant avec Scratch, hein, cet aspect graphique. Et puis, oui, juste aussi sur Python, il y a le fait qu'aussi, suivant les affinités des profs de maths de lycée, suivant aussi le rythme auquel avance sa classe, Python, dans le cadre des cours de maths de lycée, va être aussi pas forcément étudié de la même façon. C'est au moins l'impression que j'en ai quand je vois un petit peu ce que disent les profs de NSI, c'est qu'ils ont des élèves qui ont certains quasi n'ont pas fait de Python en maths en seconde, ni en SNT, alors que dans certains collèges, les enseignants de SNT ont dit on part à fond sur Python. Voilà, donc c'est vrai que pour le moment, avoir du recul, c'est un petit peu compliqué, hein. Voilà, puisqu'il est 15h15 et que dans l'autre salle, c'est apparemment terminé, puisqu'il y a Alice, si vous n'avez pas d'autres questions, je propose qu'on s'arrête là. Après, je vous remets ici mon mail si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà. Encore merci Bruno. J'ose à peine parler parce que du coup, visiblement, j'ai un problème de micro. Donc, je suis en train de changer d'ordinateur pour la suite. Merci vraiment beaucoup. Merci aussi à tous toutes celles et ceux qui étaient là. Et puis, rendez-vous donc dans la salle principale. Ok, merci à tous. Pour un moment de mise en commun.